Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette session d'information. Lors du sommet Russie-Afrique de Sochi, tenu le 24 octobre dernier, le président de la République, Idriss Déby Itno, dans son discours, a fait savoir qu'il faut privilégier l'investissement et le transfert des compétences pour le développement durable de nos États. À ce sujet, je vous invite à suivre ce commentaire signé Kanga Chamirima. Le sommet de Sochi est plus que bénéfique pour les États africains et la Russie au regard des enjeux diplomatiques et socio-économiques qu'il sous-tend. Après le sommet bipartite entre l'Afrique et d'autres pays nantis ou en pleine croissance, le continent doit désormais compter sur un partenaire de taille. Il s'agit de la Russie de Vladimir Poutine. Cette fédération peu visible sur le continent est pourtant une puissance qui dispose d'atouts indéniables. Ces atouts s'expriment surtout dans les domaines économiques, militaires et technologiques. De quoi intéresser les leaders africains et entrepreneurs qui aspirent à l'émergence du continent grâce au développement des potentiels humains, technologiques, miniers et agro-silvopastoral. Et c'est bien cela qui justifie l'approche soutenue par le chef de l'État Idriss Déby Itno lors de son intervention pendant le sommet Russie-Afrique de Sochi. Soucieux du développement du Tchad, le président de la République a résolument opté pour l'investissement et le transfert de compétences. Ce tout premier sommet Russie-Afrique permet de jeter les bases d'une coopération à la hauteur des attentes mutuelles couvrant tous les domaines d'intérêt commun. Les potentialités des deux parties sont immenses et les besoins d'échange et de renforcement de la coopération sont plus évidents. Il ne reste qu'à définir ensemble les grandes orientations stratégiques et de créer les conditions propices au renforcement du partenariat dans le domaine du développement socio-économique, commercial, des investissements de la science, de la technologie, de l'énergie, des hydrocarbures, des mines, de la sécurité, de l'environnement, pour ne citer que cela. Un partenariat redynamisé et diversifié entre l'Afrique et la Russie pourrait constituer à terme un pôle économique incontournable et créer des leviers importants nous permettant de façonner ensemble notre avenir commun. Aujourd'hui, plus que jamais, le Tchad ne saurait être bâti avec des projets clés en main, mais plutôt avec des projets conçus, matérialisés et suivis par des fils du pays dans le cadre de relations de coopération justes et équitables. C'est cette nouvelle vision qui tranche radicalement avec l'ancienne que le chef de l'État soutient. Le nouvel concept basé sur l'investissement et le transfert de compétences est désormais la feuille de route qui guidera la coopération entre le Tchad et la Russie et par extension les autres pays partenaires. Cette approche que prône le chef du gouvernement est déjà traduite dans les faits à travers les plans de formation et de carrière qui sont exigés par les ministères de l'économie, du pétrole et du commerce aux sociétés étrangères dès la signature de leur contrat. Cette démarche est salutaire car elle vise à assurer, grâce à un coaching efficace, la relève des expatriés après leur départ. Dans le même sillage, les textes nationaux exigent que les entreprises nouvellement installées au Tchad recrutent au moins 80% des nationaux. De nombreux postes qui sont dans un passé récent étaient occupés au sein des ONG par les expatriés sont maintenant détenus par les compatriotes grâce à la promotion de la politique de formation en interne du personnel. Il n'est secret pour personne que le pays de Toumaï n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière en termes de croissance. Et ce changement de paradigme doit être soutenu si le Tchad veut véritablement entrer dans l'ère de l'émergence. Nos potentialités minières et agro-silvopastorales doivent être valorisées pour le bien-être de toute la population grâce à la création d'emplois aux jeunes, au développement et à l'utilisation de compétences nationales et à la transformation sur place de nos richesses. C'est un challenge. Opportunités et défis coexisteront. Cependant, le temps est donné par le président de la République, Idriss Déby Itno, à Sochi, et il revient aux différents acteurs de la société d'œuvrer en synergie afin de bâtir ensemble le Tchad émergent que nous voulons. Dans le cadre du suivi de l'état d'urgence décrété par le gouvernement, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et des victimes de guerre, Mahamad Abali Salah, a rencontré ce matin à Bardaï, dans le Tibesti, les autorités administratives et militaires. Il a été question au cours de cette rencontre des mesures sécuritaires instaurant l'état d'urgence. Le point avec Aman Issa Kazina. Zone de défense numéro 6. Les hommes en treillis sont rangés pour accueillir leur premier responsable,
Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, est à Bardaï pour parler état d'urgence. Il est accompagné du directeur général de la gendarmerie nationale, premier adjoint, le général de division Ibrahim Abdallah Gok, et du commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, deuxième adjoint, le général de brigade Saleh Djoumagouro. Le dispositif est mis en place pour la circonstance. Occasion pour le commandant de la zone de défense numéro 6, le général de brigade Bardemi Abakar, de souhaiter la bienvenue au ministre et sa délégation. Mohamed Abbali Salah a dans un premier temps encouragé les éléments déployés dans le Tibesti qui, selon son propre terme, font un travail de titan pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens depuis l'instauration de l'état d'urgence. En tant que fils de la localité qui connaît mieux la réalité du terrain, et compte tenu de la délicatesse de cette mission, le ministre rassure les hommes sur le terrain du soutien du gouvernement. Il informe que contrairement aux autres provinces, l'instauration de l'état d'urgence dans le Tibesti a permis à cette province de sentir le début de l'autorité de l'État, longtemps absente. Cependant, il avise les éléments des forces de défense et de sécurité sur certains comportements qu'il faille coûte que coûte éviter. L'état d'urgence n'est pas synonyme de désordre et ne vient en aucun cas modifier des dispositions sécuritaires existantes, prévient le ministre Abbali. Pour lui, tout comportement tendant à ternir l'image des forces de défense et de sécurité sera puni. De ce fait, il a instruit le Comzone à veiller à ce qu'il n'y ait aucun dérapage. Aux responsables administratifs, Mohamed Abbali Salah a insisté sur trois principaux points. La sensibilisation de la population pour mieux comprendre l'importance de l'état d'urgence, la collaboration avec les éléments des forces de défense et de sécurité et la poursuite du désarmement des personnes civiles. Pour mieux appréhender toutes ces mesures, le ministre a procédé à la lecture de l'arrêté constituant le comité censé suivre les activités de l'état d'urgence. Plusieurs responsables administratifs, avec à leur tête le gouverneur du Tibesti Didier Abré, ont posé des questions sur la concordance de cet état d'urgence et ont aussitôt reçu des réponses appropriées de la part du ministre. En ce qui concerne la frontière Tchad-Libye, le ministre rassure qu'elle n'est pas totalement fermée. Néanmoins, poursuit-il, toute marchandise doit faire l'objet de contrôles avant son entrée sur le territoire national. Des mêmes questions seront débattues au cours de la rencontre qu'il aura avec le chef traditionnel, informe-t-il. Après les responsables administratifs, civils et militaires, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, Mohamed Abbali Salah, a rencontré les chefs traditionnels du Tibesti. L'application des mesures instaurant l'état d'urgence était au centre des échanges. Les chefs de canton ont réitéré leur volonté de travailler aux côtés du gouvernement pour un retour de l'autorité de l'État dans la province. Le ministre invite les chefs traditionnels à une large sensibilisation. Et puis la deuxième édition de la semaine de la citoyenneté est officiellement lancée ce matin ici dans la capitale. Plusieurs activités sont prévues pour cette année. L'accent est mis sur la sécurité routière. C'est une initiative du réseau Citoyens sans frontières, une plateforme qui regroupe 42 associations de la société civile. Ali Mohamed Bello. Semaine de la citoyenneté, acte 2, nous y sommes. Le ton est déjà donné. Des jeunes unis pour un seul idéal, le Tchad. « 42 associations constituées en plateforme dénommée Citoyens sans frontières se donnent les mains pour promouvoir des actions citoyennes, avec en fil conducteur la sécurité routière. Des actions simples qui préparent un meilleur futur. » Plusieurs tons forts viendront marquer cette semaine de citoyenneté, tels que les cours de premier secours, le premier débat citoyen ou encore la création de zones de passage piéton. L'accent sera notamment mis sur la réduction du nombre d'accidents de la route au travers des actions et d'engagement respectifs. Cette édition met les forces de défense et de sécurité au cœur des actions. Panafricaniste oblige. Naïr Abakar et son équipe veulent casser le mythe, amener les hommes en treillis et les civils à collaborer pour un Tchad meilleur. Leur intervention en cours de cette semaine se fera sur ce volet de sécurité routière, à savoir participer avec la population
et le réseau associatif à la rénovation de passages piétons et la signalétique au sol qui sera d'un aide majeur pour le code de la route. Voilà, la semaine de la citoyenneté séduit déjà plus d'un. Sur les champs, elle fait tomber sous son attrait le délégué général du gouvernement auprès de la ville d'N'Djamena. Djiber Younous marque son adhésion. Vous initiez un nouveau cap pour le devenir de notre pays. Soyez à la hauteur des attentes et espérances que nous plaçons en vous. Et n'hésitez pas à faire appel à nous, citoyens sans frontières, car permettez-moi de vous rejoindre et de faire partie de cette mouvance. À cette rencontre, l'amour pour le Tchad se renouvelle. Chacun veut jouer sa partition, poser sa brique pour changer son quotidien. Le train de la citoyenneté embarque tout le monde aujourd'hui et quitte la gare pour un voyage au cours duquel tous regardent dans la même direction. Et puis le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous, a également lancé ce matin la plateforme dénommée le Tchad d'abord. Au cours de cette cérémonie, un bureau de coordination a été mis sur pied. Un bureau composé de 18 membres et dirigé par Mahamat Saleh Moussa. Reportage Ahmad Garasta. Suite à une assemblée générale constitutive tenue en septembre dernier, 36 associations de la société civile de la ville de N'Djamena décident de mettre sur pied une plateforme dénommée le Tchad d'abord. Une fêtière qui aura pour mission première de prévenir le conflit agriculteurs-éleveurs et promouvoir l'amour de la patrie. Occasion tout indiquée pour Mahamat Saleh Moussa, coordonnateur de la dite plateforme, d'affirmer que sa structure contribuera à renforcer la dynamique citoyenne. Cette initiative, faut-il le rappeler, émanant des filles et fils de la nation qui ont jugé nécessaire face aux nombreux conflits, dénigrement et ternissement de l'image de notre pays à l'intérieur et à l'étranger, d'initier une nouvelle dynamique susceptible de raviver cette flamme qui faisait la fierté des Tchadiens. Cadre apolitique, laïque et habit non lucratif. Cette plateforme se fixe pour mission la culture de la paix, le vivre ensemble et défendre de l'image du pays et de ses intérêts par le bien de la communication, de la sensibilisation, de l'information, de l'éducation, de la formation et de l'éveil de conscience. Il est de notre devoir en tant que dignes fils et filles du Tchad de valoriser l'image du Tchad, de promouvoir l'amour de la patrie et de faire valoir l'intérêt général dans nos actes quotidiens. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena salue cette initiative. Il est à nous tous, sans distinction, de région, de religion et d'ethnie, de nous donner corps et âme pour ce pays. Je me réjouis de voir les jeunes Tchadiens initier une plateforme dynamique, citoyenne, pour la valorisation de l'image de notre chère patrie. Le collectif des artistes a saisi cette opportunité pour appeler à la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et invite la jeunesse à vulgariser l'amour du prochain. Le bureau exécutif de la plateforme est composé de 18 membres et dirigé par Mahamat Saleh Moussa pour un mandat de 3 ans. Et puis la teneur de ce communiqué de presse émanant du ministère de la Santé publique. Le ministre de la Santé publique, le professeur Mahamoud Youssouf Hayal, a eu une rencontre ce midi avec la délégation de la SOGEMAP Canada conduite par le formateur François Armanville. La SOGEMAP est un cabinet de conseil spécialisé en suivi et évaluation des programmes, projets et services publics. Les discussions ont porté sur les perspectives d'organiser un atelier de renforcement des capacités des compétences des cadres du ministère. Profitant de l'occasion, les responsables en charge de cette institution ont présenté les différents domaines d'intervention de leur service au chef du département de la santé publique. Ce communiqué est signé de l'attaché de presse et des relations publiques Nadji Atel Ndedi. 103 lauréats de la première promotion de l'Université africaine de management et de l'innovation ont reçu leur parchemin ce matin. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Les détails avec Falambi Soulgan. Après 30 ans au service de la formation professionnelle, l'Institut supérieur de gestion, rebaptisé
Université africaine de management et de l'innovation congratule la première promotion de la dite université. Les intervenants qui se sont succédés ont tour à tour reconnu et salué l'apport de taille que le fondateur à travers son institution a apporté dans la formation professionnelle des milliers de cadres tchadiens. Le recteur de l'Université africaine de management et de l'innovation, le professeur Aboxouma Diona Atinemou, invite les lauréats à entreprendre. Pour lui, un entrepreneur, c'est celui qui innove. Le fondateur de l'Université africaine de management et de l'innovation a saisi cette occasion pour saluer les uns et les autres qui ont cru à ce projet. Saoul Bagongchome déroule la mission assis à l'université. L'Université africaine de management et de l'innovation, classée cette année 3e parmi les meilleurs établissements privés au Tchad, doit cependant continuer à œuvrer pour un enseignement de qualité. La sortie de la première promotion de l'Université africaine de management et de l'innovation est placée sous le thème Entrepreneuriat et jeunesse. Ce thème que les lauréats ont choisi est tout un programme. Il s'inscrit dans la dynamique que nous voulons insuffler à nos jeunes étudiants. Pour présenter les reconnaissances, les lauréats ont offert un présent aux géniteurs de l'université. Les meilleurs étudiants de la première promotion de l'Université africaine de management et de l'innovation, ainsi que des partenaires, ont reçu des attestations de reconnaissance. Les lauréats de la première promotion de l'Université africaine de management et de l'innovation sont au nombre de 103. Visite inopinée du maire du 7e arrondissement de la capitale et sa délégation dans quelques écoles de sa commune. Amat Mahamat Nguenet allait constater la reprise des cours dans ces écoles. Nidion Patricia. Passer une année scolaire dans de bonnes conditions, c'est le souhait de tous, qu'il s'agisse des parents, élèves, enseignants ou autorités. La visite inopinée menée par le maire de la commune du 7e arrondissement, accompagné pour la circonstance de sa première adjointe et de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour la dite circonscription administrative, s'inscrit dans cette logique. L'équipe dirigée par le maire du 7e arrondissement a pour la circonstance inspecté plusieurs établissements. Quelques semaines après la rentrée officielle des classes, le démarrage des cours reste timide dans certains établissements. C'est le cas du lycée d'Abina. Par contre, les cours ont effectivement repris à l'école primaire et au CG de Boudalbagar, tout comme au CG et lycée de Gassi et Atron. Cette visite a globalement permis au maire non seulement de s'enquérir des conditions d'apprentissage, mais aussi d'évaluer le niveau de démarrage effectif des cours dans les établissements. Quand vous prenez donc le lycée d'Abena, jusqu'à ce jour, les enfants n'ont pas repris parce que toute la cour est inondée. Ils n'ont même pas fait un jour de cours. Et ça pose beaucoup de problèmes. Alors que par ailleurs, les autres sont avancés, ils sont à leur 3e semaine de cours. Le programme, ça n'attend pas les autorités au niveau de l'examen et concours, ils ne vont pas faire cette exception. Et il va falloir trouver des solutions à ce que les élèves du lycée de Abena aussi reprennent normalement le cours. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour la commune de N'Djamena 7, Nguenet Ouatou, promet en ce qui le concerne de traduire fidèlement les doléances faites par les proviseurs et directeurs à la hiérarchie. Les autorités communales du 6e arrondissement sont en conclave depuis ce matin. Elles passent en revue les activités à mi-parcours de leur circonscription administrative. Cette session ordinaire est dirigée par l'administrateur délégué de la dite commune, Emmanuel Zoumaï. Abdoul Keroul nous en parle. Au sortir de la saison pluvieuse, l'exécutif communal du 6e arrondissement marque un arrêt pour évaluer ses activités menées sur le terrain. Des activités visant à assainir cette circonscription administrative la plus mouvementée de la capitale. Les travaux de cette session ordinaire permettront aux conseillers communaux d'amender le rapport des activités pour l'atteinte des objectifs fixés. La mission première d'une commune est celle d'être plus proche de la population. C'est pourquoi, au cours de nos activités, nous avons organisé des journées de sensibilisation et d'information sur le bon vivre entre nos communautés. La commune a appuyé plusieurs organisations de jeunes et de femmes dans leurs activités. Elle a également assisté plusieurs associations et ONG
implantés dans sa zone d'intervention. L'administrateur délégué du 6e arrondissement encourage les autorités communales à s'investir afin de répondre aux attentes de leur population. Devrait mettre en place une stratégie de gestion efficace et efficiente des biens de la commune. Vous devez aussi traquer et traduire devant les juridictions compétentes du pays toutes celles et tous ceux qui oseraient détourner les ressources de la commune. Au terme des travaux, une nouvelle feuille de route sera élaborée pour permettre à la commune du 6e arrondissement de repartir sur les nouvelles bases. En politique, sachez que le coordonnateur national du bureau de soutien au MPS d'Obalid Korom Assil Dagash a fait un point de presse, un compte de presse relatif aux activités menées à mi-parcours de cette coordination. Suivez. Depuis sa création en janvier 2016, le bureau de soutien au MPS d'Obalid s'est empressé de tomber dans le chaudron de la campagne électorale présidentielle qui a conduit à l'éclatante victoire de notre illustre candidat, son Excellence Idriss Déby Itno, camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut au scrutin du 10 avril 2016. Après avoir posé des œuvres citoyennes et sociales qui entrent en droite ligne de la vision salvatrice du camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut, son Excellence Idriss Déby Itno, appuyé par Madame la Première Dame Hinda Déby Itno, nous nous sommes résolument engagés dans un vaste chantier de restructuration en début d'année 2019. Dans ce siège, le camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut, son Excellence Idriss Déby Itno, aimait rappeler à ces militants qu'il n'y a pas de temps mort en politique. Car le militant actif, fidèle et dévoué ne doit aucunement se comporter comme un général en terre conquise, mais plutôt comme étant un militaire en mission commandée. Ainsi, l'occasion est toutefois indiquée pour moi, au nom de la fondatrice, la camarade Hababa Idriss Déby Itno, de vous faire un bref aperçu des restructurations opérées tant au niveau national qu'international. Au plan international, nous avons désigné des représentants et procédé aux restructurations de sous-coordination des bureaux de soutien au MPS en Égypte, au Maroc, au Niger, en Guinée équatoriale, au Cameroun et en Russie. Nous nous réjouissons de l'accueil chaleureux réservé au camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut, son Excellence Idriss Déby Itno, par la sous-coordination du bureau de soutien au MPS d'Oulbarit de la Russie lors de son récent séjour à Sochi à l'occasion du Forum économique Russie-Afrique. Au niveau provincial, hormis les anciennes restructurations, nous avons de façon concertée avec les secrétaires généraux provinciaux concernés opéré des restructurations de nos sous-coordinations dans le Chari-Bagrimi, le Mayo Kébi Est, les deux Logon, le Mandoul et le Moyen Chari, où des attestations de mérite avaient été décernées aux élites militantes de ces provinces ci-dessus citées. Soucieux du strict respect des dispositions réglementaires qui régissent le mouvement patriotique du salut, nous avons mené ces restructurations grâce à une synergie d'action sous l'égide du secrétaire national chargé de l'organisation des bureaux de soutien, le camarade Youssouf Sougoudi, dont nous saluons le dynamisme sans perdre de vue son appui permanent. Le bureau de soutien au MPS, qui signifie ombre fraîche, sera toujours à l'avant-garde de toutes les actions qui seront entreprises par le mouvement patriotique du salut. Politique toujours, les membres du bureau de soutien au MPS Front des Jeunes pour la paix et le développement d'Amira Déby Itno ont remis hier après-midi des vivres et des matériaux aux femmes concasseuses de pierre derrière le palais du 15 janvier. Les détails avec Abdelhadji Mamad Saleh Babayaro. Un geste à mettre à l'actif de la présidente du bureau du soutien, Front des Jeunes pour la paix et le développement, Amira Déby Itno. Cet acte de bienfaisance du bureau du soutien, Front des Jeunes pour la paix et le développement d'Amira Déby Itno, au profit des femmes, est un signe de reconnaissance selon les représentants de la présidente du bureau du soutien, Front des Jeunes pour la paix et le développement. Au nom de la présidente du Front des Jeunes pour la paix et le développement, Amira Déby, nous voulons dire aux dames que nous sommes avec elles. Nous ne serons pas à notre première action. Il y aura d'autres actions qui viendront suivre derrière.
et qu'elles peuvent compter sur le Front de jeunes pour la paix et le développement. Elles peuvent aussi compter sur notre présidente Amira Déby Itno. Au nom de toutes les femmes, Rakhia Zakaria a remercié les donateurs et promet que ces dons seront répartis équitablement aux ayants droit. Elle appelle par la même occasion les autres organisations à emboîter les pas du gros du soutien Front des jeunes pour la paix et le développement de Amira Déby Itno. Campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. Dans la province du Mandoul, c'est le gouverneur Lucie Biasemda qui a officiellement lancé cette campagne. Ditaï Gengeita Félix. Le numéro 1 de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, est accueilli à sa descente de voiture par le préfet du département Taralnas, Telron Gatngar Claire, et différents responsables de services départementaux et chefs traditionnels. À l'entame de la cérémonie, le délégué de l'élevage et des productions animales de la province du Mandoul, Dr Masungaral Nasinga, a dit que la vaccination doit être faite dans le respect des règles de l'art et à temps pour une meilleure efficacité. Dans son discours de lancement officiel, le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, de préciser qu'en plaçant son mandat sur le développement du monde rural, le premier éleveur tchadien, Idriss Déby Itno, ne s'est pas trompé car ce secteur constitue le socle du développement de notre pays agropastoral par nature. C'est dans cette optique que le gouvernement de la 4e République mène des actions permettant l'accostement du cheptel, la commercialisation de ces produits dérivés et le relèvement du niveau de vie des éleveurs. D'autant que les autorités locales ont à cet effet administré les premières doses de vaccins contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste de petits ruminants. 1000 tables bancs au profit des écoles de la province du Logone occidental ont été offerts par la Fondation Grand Cœur, un don réceptionné par le gouverneur de la province, Dago Yacoub. Compte rendu, Amata Al-Issenamat. La Fondation Grand Cœur, que dirige la première dame du Tchad, Hinde Déby Itno, ne cesse d'accorder sa largesse à la province du Logone occidental. Après plusieurs actions salutaires menées dans le domaine humanitaire, social, éducatif et culturel, un autre geste vient d'être fait. Il s'agit de ce don de 1000 tables bancs destinés aux écoles publiques de la province, geste qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Table Banc initiée par la Fondation Grand Cœur au bénéfice de toutes les 23 provinces du pays. Hier, c'était la dotation des établissements scolaires du Logone occidental en manuel et fourniture scolaire. Et aujourd'hui, la réception et la remise de 1000 tables bancs. La Fondation Grand Cœur, fidèle à son engagement, est disposée à vous soutenir pour booster le système éducatif et autres pour le rayonnement intégral de l'espèce humaine. Très ému, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, après avoir énuméré les actions salvatrices précédentes posées par la Fondation Grand Cœur dans la province, a tenu à exprimer au nom de toute la population sa profonde gratitude à la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinde Déby Itno. Tous ces dons de la première dame du Tchad visent essentiellement à contribuer tant à la culture de l'excellence du travail des élèves pour les inciter davantage à la promotion de la renaissance de l'école tchadienne, ainsi que de donner espoir aux populations de l'Union du Tchad et de notre province. Surtout à ceux qui ont désespéré du côté sanitaire et social. Au nom de toute la communauté scolaire, le délégué à l'enseignement et à la jeunesse du Logone occidental, Dolo Brenadion, qui salue également cet acte, souhaite que l'altruisme de la première dame Hinde Déby Itno puisse être continuel et étendu. Il rassure le gouverneur de la bonne répartition et l'utilisation à bon escient de ces mobiliers au bénéfice des élèves futurs cadres du pays. Et puis la Fondation Grand Cœur et son partenaire, l'association Plume pour la culture et le développement, ont fait un don de 10 mini-châteaux d'eau à la population de Léré. Le film de la cérémonie avec Jimé Wangzhou. C'est l'expression de joie de la population de la ville de Léré qui a désormais accès à l'eau potable grâce à la générosité de la Fondation Grand Cœur et son partenaire, l'association La Plume pour la culture et le développement. En effet, ces généreux donateurs ont offert à la population de Léré 10 mini-châteaux d'eau, dont 9 de 10 mètres cubes,
chacun est un de 20 mètres cubes. Ce dont met ainsi un terme aux difficultés d'approvisionnement de la ville en eau potable. C'est une réponse à la demande des bénéficiaires adressée à la première dame Hinda Debi Itno qui, par sa donation, veut faire de l'Éré une ville sans soif car l'eau, considérée comme une denrée rare, est désormais à la portée de main. Satisfait de la générosité et de l'élan de cœur de la première dame, le préfet du département du lac Léré et le maire de la commune ont apprécié à leur juste valeur les infrastructures hydrauliques offertes à leur population. À Léré, les 10 000 châteaux d'eau surplombent les différents quartiers de la ville qui, par ce fait, se construisent et se modernisent. Pour le président de l'association La Plume pour la culture et le développement, Saïdou Youssouf Sédik, partenaire de la fondation Grand Corps, son organisation reste disposée à soutenir les actions de bienfaisance de la première dame. En ouvrant les robinets des bornes fontaines, la secrétaire générale de la fondation Grand Corps, Mme Habiba Saoud Bagonchome, a invité les bénéficiaires au bon entretien des ouvrages. Désormais, vous avez de l'eau à proximité. Fini les corvées quotidiennes à la recherche de l'eau à des kilomètres. La Fondation Grand Cœur espère que ces infrastructures seront bien entretenues pour qu'ils vous servent aussi longtemps que possible. La Fondation Grand Corps projette offrir aux écoles du Mayo-Kibi Ouest des kits scolaires et des tables bancs pour les écoles. Installation du nouveau chef de la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA du Salamat. Il a pris fonction. Abba Mahmat Kasser a été installé par le gouverneur de la province du Salamat à Amtiman, Youssouf Abderrahman Aligad. Nommé par décret numéro 11-15 du 31 juillet 2019, le nouveau chef de la station provinciale de Salamat, Abba Mahmat Kasser, a été officiellement installé par le gouverneur de la dite province, Waïdin Assi Assoué, en présence du directeur général adjoint de l'Office national des médias audiovisuels, Djibril Mamad Adam, et remplace à ses postes Brahim Mamadungus. Le directeur général adjoint de l'ONAMA, Djibril Mamad Adam, a mis un accent particulier sur les responsabilités du chef de la station provinciale. Il lui demande de se mettre au travail pour exploiter toutes les potentialités de cette province afin de le rendre visible à travers la couverture médiatique audiovisuelle. Installé officiellement, le nouveau chef de la station, le gouverneur de la province de Salamat, plaide pour une couverture médiatique maximale qui réponde aux attentes de la population du Salamat. Le gouvernement de la République du Tchad et à sa tête son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, conscient de l'importance de la communication dans un pays où l'éducation citoyenne est une priorité, a suffisamment mis de moyens dans le secteur des médias afin qu'il soit instauré en permanence cette relation État-citoyen, citoyen-État, citoyen et citoyen. Le chef de la station sortant a souligné que malgré les conditions difficiles de travail, il a assuré cette tâche avec professionnalisme. Après 10 ans de service à la tête des stations d'Amtiman, je quitte la place à mon successeur, Abba Kasser, afin de conduire l'activité. J'ai hérité une station qui n'a pas fonctionné comme il faut. Mais grâce à l'appui de notre direction, nous avons pu par moment répondre aux besoins de nos auditeurs. Le chef de la station entra, quant à lui, rassure les autorités que toutes les dispositions seront prises pour la bonne marche de cette station. C'est d'abord un honneur. L'honneur de servir dans une ville de haute histoire et de haute culture, l'un des plus attractifs de notre pays, pas seulement pour son climat ou sa beauté, mais d'abord par sa diversité, son ouverture sur le développement et la qualité de vie qu'on y trouve. Je prends avec sérénité la mission qui m'est confiée et je mesure déjà les enjeux considérables qu'elle recouvre. Un procès verbal a été signé entre le chef de la station sortant et entrant d'une part
et le gouverneur de la province de Salamat d'autre part. À la fin de la cérémonie, le gouverneur de la province de Salamat, Weiding Assiasoué, et la délégation de l'UNAMA ont visité le siège de la station provinciale pour s'imprégner des difficultés que rencontre cette station provinciale. Du 29 au 30 octobre prochain, la Maison des médias tiendra sa 3e Assemblée générale extraordinaire. Prélude aux assises, le président du comité d'organisation a fait un point de presse pour situer les critères de participation. Abdirahman Barka au micro de Vareladje. La Maison des médias du Tchad tiendra sa 3e Assemblée générale extraordinaire du mardi 29 au mercredi 30 octobre 2019 à son siège au quartier Moursal d'Ndiamena sous le thème « Contribution de la Maison des médias du Tchad au développement de la presse ». Les 2 représentants de chacune des organisations professionnelles fondatrices de l'ODOMED, du ministère de la Communication et de la AMA sont dûment désignés à l'Assemblée générale de la Maison des médias du Tchad sur la base d'une fiche adressée à chacune de ses composantes. Une autre fiche leur est adressée par la même occasion pour désigner, sous réserve de la révision et de l'adoption des textes statutaires, un représentant au conseil d'administration. Une 3e fiche est adressée exclusivement aux organisations professionnelles fondatrices pour désigner chacune, sous réserve de la révision et de l'adoption des textes statutaires également, un représentant au comité de gestion. À ce jour, les projets de textes statutaires à soumettre à l'adoption de la 3e Assemblée générale extraordinaire sont déjà élaborés, malgré le laps de temps très court accordé au comité d'organisation, soit moins d'1 mois de travail. En effet, le comité d'organisation a été mis sur pied par les organisations professionnels membres de la Maison des médias du Tchad juste le 2 octobre 2019. Dans tous les cas, les dispositions sont prises pour permettre un bon déroulement de cette 3e Assemblée générale extraordinaire, dont l'objectif principal est de restructurer la Maison des médias du Tchad. Parlons à présent de la fête du coq, une célébration qui vise à promouvoir et à valoriser la culture Tupuri. Dans un point de presse, le président du comité d'organisation de cette fête nous parle de sa célébration le 16 novembre prochain. Suivez. L'objet de ce point de presse que nous avons voulu de tout cœur est d'informer l'opinion publique en général et en particulier les filles et fils dorés résidant à N'Djamena et ses environs et même au-delà, sur la célébration du Féokage, fête commémorative de la fondation du royaume Tupuri de Doré. La fête du coq ou Féokage est une fête traditionnelle célébrée dans l'ensemble du pays Tupuri et la diaspora. Cette célébration est lancée chaque année par le grand chef spirituel des Tupuri, le Wang Doré, et symbolise le nouvel an dans le calendrier Tupuri. Cette fête revêt un caractère sacré et identitaire pour l'homme Tupuri à travers le monde, notamment au Cameroun et au Tchad. Au-delà de son caractère rassembleur, le Féokage est un événement qui consolide les liens fraternels au sein de la communauté Tupuri dans son ensemble et offre une véritable occasion de redynamisation de la société Tupuri. La 2e édition du Féokage à N'Djamena sera célébrée sous le thème principal « Dialogue interculturel, unité des peuples et cohabitation pacifique ». Pour marquer les festivités de cet événement riche en symboles, des manifestations diverses et variées seront organisées. Il s'agit d'activités telles que les danses traditionnelles Tupuri, la démonstration de la lutte traditionnelle, la présentation d'un thème portant sur la culture et l'exposition d'objets d'art.